Bonsoir à tous et bienvenue dans Variant les éditions en live. On est ravis de vous avoir tous aussi nombreux avec aujourd'hui on a donc Marc Toralba qui est donc cofondateur du Castor Astral, Marion Grody qui est donc responsable commercial et relations libraires, Sébastien Cagnoli qui est donc le traducteur du livre O, et ensuite, on a Miki Liukonen, qui est donc l'auteur finlandais que nous allons recevoir ce soir. On va commencer pour débuter avec Marc, justement, pour une présentation de cette maison-là, du Castor Astral. Comment en êtes-vous arrivé à créer cette maison-là et comment la définiriez-vous? Euh, Définir, c'est compliqué. Ce qui nous définit mieux, ce sont nos livres. Donc, la maison a été créée dans les années 70, euh, presque un autre siècle, oui, et à une autre époque de l'édition. On a démarré en publiant de la poésie francophone, mais très vite aussi de la poésie étrangère, et ensuite de la littérature, des auteurs classiques et contemporains, français et aussi traduction étrangère. Et assez tôt, on s'est intéressé aux écrits sur la musique, euh, tout ce qui s'écrivait autour du rock, du blues, et ensuite on a fait un peu le tour des genres musicaux, de l'électro en passant par le rap, au jazz. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont toujours nos champs d'action. Voilà. On a plusieurs jambes qui marchent en même temps, le castor a plusieurs jambes qui marchent en même temps. La poésie est toujours présente au catalogue et de façon importante, ce qui, d'ailleurs, il y a quelques années de ça, nous a valu d'avoir un de nos auteurs de recevoir le Nobel de littérature, un poète suédois, Thomas Tranströmer, hélas décédé depuis, mais ça a été un joli couronnement pour sa carrière d'abord, parce que c'est un auteur important au niveau mondial, et pour nous aussi, c'était une joie d'avoir un poète récompensé par le Nobel. Il y en a une aussi cette année. Voilà. Donc ça fait plaisir aussi que le Nobel s'ouvre à ces champs de littérature. Alors, pourquoi le Castor Astral? Parce que Qu'est-ce c'était les années qu'est-ce qui 70, définit ce... parce que tout simplement c'est au Québec qu'on a eu l'envie et l'idée de créer une maison d'édition, un peu à l'image de cette édition québécoise des années 70 qui était vivante, vigoureuse, active, alors que voilà, je pense que tous parmi d'entre vous enfin, ne connaissent pas cette époque finalement. Ouais, on a l'impression que c'est très loin, et c'est vrai qu'en France, dans ces années-là, enfin, les maisons étaient très traditionnelles, voilà, il y a des belles maisons, des maisons classiques avec des grands noms de la littérature, et nous, on arrivait jeunes et on avait envie de faire des choses différentes. Voilà. Et au Québec, il y avait des maisons d'édition qui avaient des noms sympathiques et différents, et on n'avait pas du tout envie de prendre les noms des fondateurs pour appeler des maisons par notre propre nom. D'abord, ça ne nous semblait pas quelque part légitime. Et depuis effectivement, dans ces années-là, beaucoup d'autres maisons se sont créées. Quand vous regardez les dates de création des maisons, en fait, dans les années 70, 80, 90, dans ces 20 années-là, il y a beaucoup de maisons jeunes qui se sont créées, dont certaines qui sont devenues très importantes depuis, d'autres ont disparu. Et maintenant, c'est presque banal de créer une maison d'édition. À cette époque-là, ça n'était pas du tout. On n'avait pas les outils qu'on avait aujourd'hui. C'était la machine à écrire, c'était des lettres, c'était une autre époque. Voilà. Alors, par rapport à ça, il me semble que vous êtes trois fondateurs. Alors, est-ce que vous êtes encore toujours au sein même de la maison? Comment vous travaillez? Quelle équipe vous avez autour de vous? Combien êtes-vous dans cette équipe-là? Les fondateurs, on est resté deux. Enfin, il y a des gens qui nous ont accompagnés un bout de temps dans les années, mais ça fait plus de 40 ans déjà, donc effectivement, on en a perdu en route, ou qui ont fait d'autres choses, ou qui ont disparu malheureusement. Aujourd'hui, l'équipe est dirigée par trois personnes, donc toujours les deux fondateurs, Jean-Yves Rezeau, qui est sur Paris, et moi qui suis sur Bordeaux. Et nous a rejoint il y a quelques années Richard Bégaud, qui lui vit à Londres. C'est le trio de management de la maison. Et depuis, des jeunes nous accompagnent en ce moment. Voilà, c'est Marion, c'est Laura, c'est Anaïs, c'est Frédéric. Voilà.
C'est une équipe qui est entre Paris, Montreuil, Bordeaux, Cestas, Londres. Voilà. Alors, par rapport à ce livre-là, par rapport à ce roman-là, vous avez fait un choix fort d'éditer un livre finlandais qui comporte beaucoup de pages, qui comporte plus de 900 pages, avec une traduction, 4 années d'écriture. Ça fait beaucoup. C'est un immense courage, j'imagine, de publier ce roman-là. Pourquoi avoir publié ce roman-là? Et si j'ai bien compris, c'est une exclusivité française en traduction. Donc, j'imagine que c'est un risque, un pari en tout cas, de publier ce genre-là qui, éditorialement, n'est pas forcément une victoire assurée. Oui, certainement, mais c'est un peu notre histoire. Notre histoire, on n'a jamais été forcément là où on nous attendait. On a toujours essayé de, enfin, parfois pas toujours réussi, mais de bousculer un peu les cadres. Euh, c'est vrai que la poésie nous accompagne depuis le début, donc effectivement aujourd'hui, plus personne n'est surpris de trouver dans notre catalogue des poètes, des jeunes poètes novateurs ou des grands poètes confirmés. Voilà, ça fait du premier recueil de poèmes d'un jeune de 17 ans qu'on a publié il y a 2 ans et qui a été couronné par de nombreux prix jusqu'à, je disais, au Nobel de littérature. La littérature, le roman, les nouvelles, on en publie depuis longtemps. On est moins reconnu dans ces genres-là, mais c'est très large, quoi. Et donc, on a eu envie souvent de publier des choses qui étonnent un peu. Alors, soit dans les auteurs dits classiques qui ont été à un moment un point important dans notre catalogue, ou dans la reprise de fonds d'édition. Il y a quelques années avant la fin de sa vie littéraire, on avait repris l'ensemble de l'œuvre de Georges Bernanos, auteur français d'importance, et tout le monde est surpris de dire mais comment ça se fait que Bernanos soit aujourd'hui au Castor Astral. Voilà, et on l'a accompagné, on a accompagné son œuvre en tout cas pendant une dizaine d'années avant qu'il tombe dans le domaine public. Donc voilà, on était toujours à la recherche de choses un peu différentes. Et là, le roman de Mickey, c'était pas prémédité du tout. Mais simplement, on va régulièrement à Francfort. Là, c'était en 2017, je crois. Le livre venait de sortir il n'y avait pas longtemps en Finlande. Et en parcourant les stands de Francfort, on passe devant un stand tout blanc, je me souviens, tout blanc avec un O. Voilà, donc ça, l'éditeur, on lui a dit, a fait effort parce qu'il nous a arrêtés. Alors, Francfort, pour ceux qui le connaissent, c'est vrai que c'est énorme. On passe devant des tas de livres, des tas de stands, on passe de pays à autre. Au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on était 3 cette fois-là, et on faisait chacun un chemin différent. Et tous les 3, on est passé par ce stand et quand on s'est retrouvé après, on a dit ah, il y a un truc qu'on a trouvé là, il faut absolument faire ça. Et en fait, on avait tous flashé devant ce livre-là, qui est un livre clair, un très beau livre, un très bel objet. Alors, ni les uns ni les autres, on ne pratique le finnois comme Sébastien, mais on a été attiré, aimanté, je dirais presque, par ce livre, par ce projet littéraire. Et donc, bien sûr, on a rencontré les éditeurs, les gens qui étaient sur le stand, on a parlé avec eux et on a eu envie d'en découvrir un peu plus. Donc, ils avaient quelques extraits en anglais. Ça nous a permis déjà une petite mise en bouche. Puis très vite, un petit bout de français. Et en fait, la décision, on l'a prise très, très vite. Je crois, je ne sais plus, dans les jours, semaines qui ont suivi notre retour, on a dit, mais ouais, on va faire une offre, quoi. Et sans forcément mesurer, dire, ben voilà, il y a 900 pages, combien va coûter la traduction, combien va coûter la fabrication. On n'a pas réfléchi, on a fait une offre pour avoir ce livre-là. On avait vraiment envie et besoin de l'avoir, quoi, quelque part. Je sais pas, c'est difficile à exprimer, quoi, mais c'était plus dans le ressenti que surtout pas dans la raison, quoi. De toute façon, on l'a acheté, on l'avait pas lu en entier, quoi. On avait lu 40 pages, quoi, en anglais puis en français. Merci Sébastien d'avoir traduit quelques pages en français parce que même moi en anglais ça me donnait envie, mais il m'en fallait plus, quoi.
Et Sébastien, d'ailleurs, est-ce que tu peux remontrer la couverture, le livre original? Alors, si tu peux Oui, là, on parler voit pas comme... grand-chose. Ouais, Bon, hein, il faut que tu parles pour que... Voilà, parfait, c'est bon. tout blanc, avec C'est des tout blanc, motifs d'accord. Ah oui, argentés, des motifs métalliques. Ces motifs de fils métalliques qui sont les fils conducteurs un peu du roman. En fait, d'accord. quand on voit ce livre-là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Euh, et on a souhaité, nous, alors ça s'est venu après, le premier travail, ça a été Sébastien, le travail sur le texte, et ça, il en parlera tout à l'heure, ça a été vraiment un très gros challenge, parce que pour ceux qui l'ont lu en français, c'est très lisible, très agréable à lire, mais c'est foisonnant, donc voilà, on ne sait pas par quel bout prendre ce texte-là, quoi. Et voilà, et c'est à la fois l'objet, le profil de l'auteur aussi, parce qu'effectivement, on a demandé à l'éditeur qui est cet auteur, il nous a montré ce qu'il faisait, on a vu des photos, on ne l'avait pas rencontré du tout à ce moment-là, mais voilà, il nous a séduit aussi, quoi, par son profil, parce qu'il était aussi poète, parce qu'il était musicien, parce qu'il était artiste, parce que c'était un personnage qui nous semblait séduisant, quoi, même sans le connaître. Et justement, Marc, depuis quand ce projet-là est né? Parce que je sais que le projet court depuis déjà quelques années. Il aboutit enfin récemment, et tant mieux. Mais justement, depuis combien de temps ça dure? Bon, on a acheté les droits en 2017, ou fin 2017, je crois. Euh, et on a rencontré Sébastien quelques mois après. Je crois que tu as commencé en 2018, la traduction, c'est ça? Il faut que tu- Sébastien, il faut que tu réactives le micro. Le micro est coupé. Voilà, c'est bon. Contractuellement, oui, mais effectivement, en parallèle de Marc et de l'équipe du Castel, j'avais commencé, avant qu'on soit mis en contact par les agents finlandais, j'avais commencé à m'y intéresser et à explorer un peu cet ouvrage foisonnant. Oui, Sébastien, contrairement à nous, connaissait déjà un peu le livre. Et voilà, naturellement, c'est vers lui qu'on a été parce qu'on savait qu'il avait déjà traduit l'extrait qu'on a lu, enfin, qui nous a permis de découvrir un peu plus en français l'œuvre de Mickey. Voilà, et on s'est rencontrés ensuite, on a découvert que c'était quelqu'un qui était en France et qui vivait pas si loin de ça, voilà, qui est dans le sud. Moi, ça me plaisait bien, un traducteur dans le sud, moi qui suis un homme du sud. Voilà, pour traduire un auteur du Grand Nord, ça me semblait logique quelque part. Très bien. Isabelle? C'est bon, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir Sébastien, Marion et Marc et Niki. Moi, du coup, je creuse un peu le fait que vous soyez passé donc en salon. Chacun est là pour présenter donc des ouvrages à acheter pour être traduits dans toutes les langues en fait. Hein, c'est tout le monde qui se retrouve, j'imagine. Oui, Et c'est ça, Francfort, c'est un peu le principe. On y va pour essayer de vendre des livres. En général, on en achète plus qu'on en vend. Enfin, pour nous, en tout cas. Pour d'autres, c'est l'inverse. Mais voilà, c'est une grosse foire où le monde entier peut se retrouver. D'accord. Alors, moi, Mais j'y suis allée, c'est pour des pièces de camion, mais bon, c'est le même principe, j'imagine, Nico. Et donc, c'est en fait, c'est la couverture, en fait, vous êtes tous passés en disant, tiens, cette couverture, on n'a pas vu ce que c'était. c'est ce qui nous a arrêtés parce que euh, Francfort, c'est, je ne sais pas combien il y a de stands, 5 ou 6 stands ou 7, 8 stands, mais c'est une foire énorme, quoi. Ouais, oui, je vois Donc, bien. on ne peut pas la parcourir en une journée, donc il faut passer plusieurs jours. Plusieurs jours. Enfin, au bout d'un moment, il y en a marre, on est fatigué, voilà, on a mal aux pieds. Donc, Ouais, ouais, il y a du coup, je connais bien, hein, je vois très bien où c'est. alors je ne sais plus quel jour on est passé devant ce stand-là, mais effectivement, et on était vraiment, on avait des cibles, genre, quand on va dans un salon international alors en dehors de vendre les droits, là, on est derrière une stand et on attend nos rendez-vous, les gens qui viennent nous rencontrer pour qu'on parle de nos livres.
Et puis le reste du temps, on parcourt la foire, soit on a des rendez-vous avec des éditeurs, et en ce qui nous concerne, par exemple, c'était des biographies musicales, on rencontrait des éditeurs qui avaient publié des biographies musicales qui nous intéressaient, ou voilà, on regardait qu'est-ce qui se faisait en poésie contemporaine dans le monde, dans des pays qu'on ne connaît pas. On n'était pas parti pour acheter un roman, quoi. Mais là, c'est ce livre-là et le stand, ils avaient fait un stand magnifique, tout blanc, très clair. Je crois que c'était le seul livre qui était mis en avant vraiment comme ça. Et c'est O qui nous a attirés, quoi. Enfin, c'est voilà. Ça, on avait compris, quoi. Le finnois, on ne comprend rien, mais O, on avait compris qu'il y avait quelque chose, quoi. En sachant d'ailleurs que vous lui réservez une place particulière dans le catalogue, puisqu'il y a d'ailleurs une catégorie particulière sur le site, OVNI, et il n'y a donc que ce livre-là dans cette catégorie-là. C'est un signe fort de votre part de véritablement tout axer sur ce livre-là, parce que vous considérez que véritablement c'est un objet littéraire vraiment particulier. Oui, je crois que c'est un livre à part, et de toute façon, enfin, je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous ont déjà lu. Comment résumer un livre comme ça, quoi? On n'a pas trouvé. Non, je Donc, comprends. Donc voilà, et c'est aussi ce qui a guidé notre choix. On ne voulait pas faire le même livre effectivement que l'éditeur original. Voilà, en plus, bon, c'est un livre cartonné, c'est pas dans les traditions de l'édition française, souvent de faire des romans cartonnés, ça peut arriver, mais voilà, on n'est pas parti sur ce choix-là. Et voilà, on a travaillé sur l'objet avec un maquettiste avec qui on travaille régulièrement, qui est Rémi Pépin, et c'est lui qui a trouvé quel design graphique on pouvait mettre à ce livre. Voilà. Mais on voulait quelque chose qui marque, quoi. Même si on est très différent dans l'objet de celui, voilà, tout blanc avec de la lettre argentée. On a choisi un autre parti pris graphique, quoi. Par rapport justement à cette publication originale en Finlande, est-ce que vous avez effectué des modifications alors, non seulement sur l'objet graphique, certes, mais sur, par exemple, la longueur du texte. Je sais que Mickey avait fait un texte original de plus de 400 pages supplémentaires. On a du mal à l'imaginer, mais apparemment c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez apporté en supplément encore pour la version française? En tout cas, on n'a pas repris les pages qui n'avaient pas été reprises par l'éditeur finlandais. Voilà, on a fait confiance aux Finnois pour leur choix et le travail littéraire avec l'auteur. Nous, on est parti vraiment du texte édité par l'éditeur finnois, et c'est Sébastien qui a été maître d'œuvre sur le texte. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup caviardé ce texte. Je suis même sûr du contraire. Ouais, Sébastien? Oui, le micro, c'est bon. Je ne pense pas que... je n'ai pas entendu la question. Non, je disais que tu n'as certainement pas coupé des choses au texte, ça n'a pas rallongé non plus. Oui, non, j'ai rien à ajouter. C'est vrai on est parti du texte original. Donc, du livre, effectivement, Marc et ses collègues ont été fascinés par l'objet. Moi, j'ai eu connaissance d'abord du contenu, donc on avait une vision absolument complémentaire de l'œuvre. Et on a eu le même délire, la même folie, la même envie, le même coup de foudre. Et justement, Sébastien, tu disais donc que tu avais découvert le texte avant. Comment ça se fait? Comment as-tu découvert le texte en amont? En amont, au même sens qu'au salon. Moi, je ne vais pas au salon du livre, je n'ai pas été au salon de Francfort, mais je suis contacté par les éditeurs, par les agents, en fait, en Finlande. Et puis, je suis informé des nouveautés. Et on a beaucoup parlé de haut dès sa sortie, en Finlande. Donc, j'en ai tout de suite entendu parler, et j'ai tout de suite voulu accéder au texte et voir de quoi il s'agissait, parce que quand on entend parler d'un livre de 1000 pages, bon, ça laisse perplexe. C'est-à-dire, ou bien c'est génial, ou bien c'est du foutage de gueule, quoi. Donc, je voulais savoir un peu à comment tenir. Et, et oui, je me suis plongé dedans. Et non seulement, là aussi, je rejoins Marc, ses collègues pour le titre, parce que ce mot parle à tout le monde. Ce mot, il n'est pas en finnois ou en français. Ce mot, c'est au-delà du haut, c'est un cercle, c'est une figure qui
parcours tout le livre, on y reviendra si vous voulez plus tard, mais un symbole qui me parle beaucoup et qui apporte énormément de choses que j'ai envie de transmettre. Donc oui, j'ai eu connaissance en parallèle du salon de Francfort, en dialoguant directement avec les agents et avec les éditeurs. Et quelle est ton histoire avec la Finlande, justement? Alors, tu es traducteur de Sophie Oksanen, que certains connaissent, j'imagine. Mais quelle est ton histoire avec la Finlande? Pourquoi la Finlande? Ouais, bah, c'est une histoire curieuse, enfin, sachant qu'on a tous, quand on a une histoire avec la Finlande, c'est toujours une histoire curieuse, mais moi, c'est passé vraiment directement par la langue et par la musique. Ce qui peut surprendre par les opéras, notamment, ce qui peut surprendre encore plus par l'opéra finlandais, qui n'est pas très connu par chez nous. Euh, non, c'est la langue qui m'amusait, cette langue, au début, vraiment, qui s'écrit comme elle se prononce et qui se prononce comme elle s'écrit. Après, les difficultés sont ailleurs, dans le vocabulaire et dans la grammaire. Mais c'était par jeu un peu que j'étais tombé dedans. Il y a un côté joueur. Et je pense que c'est inconsciemment ce qui nous a mis en contact avec le Castor Astral aussi. C'est peut-être un peu ce côté joueur, ce côté ludique, de littérature ludique et de jeu Des consonances. Oui, des consonances particulières. de jeu de langage, oui. Et de musique aussi, qui est portée par la langue. Le rapport entre la langue et la musique, enfin, c'est des choses qui m'ont vraiment interpellé avec le finnois. Après, je me suis passionné pour toutes les langues du monde, mais voilà, par exemple, le japonais est plus difficile d'accès, peut-être plus facile grammaticalement, mais plus difficile d'accès graphiquement. Alors que le finnois avait ça d'un peu mystérieux, c'est que c'est une écriture latine, parfaitement phonématique. Tout le monde peut lire le finnois sans même comprendre. Par contre, après, voilà, il y a le jeu de déchiffrage derrière. On verra ça tout à l'heure avec la lecture de Mickey. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas lu encore O, mais je suis allée un petit peu sur votre site du Castor Astral et j'y ai trouvé une curiosité, en fait, les formulaires d'admission des personnages. Je voulais savoir un petit peu ce que c'était, que vous m'expliquiez un petit peu voilà, de quoi ils retournent dans ces formulaires exactement. Merci. Sébastien, ta perception des formulaires? Alors là, on va se mettre à raconter toute l'histoire. Enfin, quelle histoire? Une des histoires, puisque même sans avoir lu le livre, vous avez dû voir qu'il y a une centaine de personnages énumérés au début. Donc, cette histoire de formulaire, c'est un des personnages qui est un jeune chercheur doctorant à l'université, qui a une théorie qui pourrait expliquer certains phénomènes qui dépassent un peu la raison pendant la semaine où se déroulent les événements du roman. Et donc, il remplit des formulaires en bon scientifique. Il fait remplir des formulaires, il collecte des données pour essayer de les traiter ensuite. Et il collecte ces données auprès d'une famille de Roms, puisque ce sont aussi, parmi tous ces personnages du roman, il y a une famille de Roms, donc de Roms, de Tziganes de Finlande, qui sont sujets à des phénomènes un petit peu étranges, notamment d'évanouissements récurrents et inexpliqués, et de moments d'absence, ou au contraire de déjà-vu. Voilà, après, si je commence à en dire plus, on va dérouler toute la pelote. Il y a tous les personnages qui vont sortir. Et oui, la pelote est grosse, c'est vrai que on trouve aussi une recette de cuisine qui est formidable dans ce livre-là. On trouve tout dans ce livre, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'y trouve pas. Oui. On y trouve même des adorateurs d'aubergines. Donc, c'est déjà, Oui, les c'est musiciens déjà pas sur mal. Aubergine, absolument. Ah ouais. Un concepteur de toboggan et tant d'autres personnages qui ont des névroses, et on en parlera tout à l'heure sûrement avec Mickey. Et on va peut-être lui passer la parole, peut-être, pour peut-être commencer déjà à comprendre pourquoi la poésie, parce qu'il est très attaché à la poésie, et cet ouvrage est certes un roman, mais est également poétique. C'est pour ça qu'il s'inscrit aussi dans le Castor Astral. Mais pourquoi la poésie? Pourquoi ce genre-là lui plaît tant?
Alors, un petit mot peut-être pour expliquer, à moins que quelqu'un puisse intervenir, mais sinon, je vais servir d'interprète de manière un petit peu improvisée. On va passer par l'anglais avec Niki, qui est une langue tierce, comme ça, on passe ni par le français ni par le finnois. Mais bon, on va essayer de faire comme ça si ça fonctionne. So, Mickey, the question is, what about poetry? What about your poetical writing or your sense of poetry in writing this novel? Sorry, what was the question? The question is about poetry and how do you feel about poetry and the place of poetry in this novel and the way you wrote it? Well, I'm sorry, I can't speak any French, so I have no idea what you were talking about, but it sounded good. I've been always reading a lot of poetry, and I started as a poet. So I think that poetry has always been an inspiration for my style of writing. I think I get much more from poetry than from prose to my writing, like this sense of music and flow of words and that kind of thing. I'm not really writing stories. I'm just more like creating sentences, and the story just born from there. So the story is not my first like thing to try to make. It's always the language is much more interesting to me. Oui, bah, vous avez certains d'entre vous ont sans doute compris, mais je peux traduire ou reformuler comme ça. Donc oui, effectivement, Mickey a débuté comme poète. Pour lui, c'est vraiment la base de l'écriture. La prose vient après, mais d'abord pour lui, l'expression est sous forme poétique. Et quand il écrit un roman, il écrit plutôt des phrases que des histoires. Et ce qui l'intéresse, c'est la phrase, c'est la succession des mots et les images que ça peut dégager. Donc, en ce sens-là, effectivement, il a une façon d'écrire qui est très poétique. Le flux du langage, le flux de parole, le flux de pensée est retraduit par les phrases. Voilà. Est-ce que Sébastien, tu peux tout simplement lui demander pourquoi, qu'est-ce qui lui a plu dans l'écriture? Est-ce que c'est au contraire un exutoire? Est-ce que c'est quelque chose de vital pour lui? Comment en est-il arrivé à écrire autant de pages sur des individus névrosés, sur des individus totalement à la limite de l'ubuesque, hein, clairement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a attiré dans ce monde-là? Même si, à mon sens, j'ai compris quand même que c'était quelque chose dans le quotidien. Il décrivait forcément notre société par des névroses exagérées, mais en tout cas, ça reste notre société. Mais pourquoi avoir fait ce pari-là, ce choix-là d'écrire un livre aussi qui sort autant de l'ordinaire? Mickey, the question is how and why did you decide to create such a book, such an enormous book, with so many characters? Was it a necessity? Was it vital? Was it something you needed to do for, what kind of reasons? So people understood the meaning of this whole project, but for you, what was the main motivation? Well, I think I just had a lot of things to say. It's really that simple. I just thought that I just couldn't write a shorter book because there was just these ideas flowing through all the time, and well, it's not actually that long compared to my next novel, which is something like 1,300 pages long. I have this constant need to write and write more and write more, and of course we cut my books
pretty much with my publisher, but they are all the same. They are really, really long because there's just so many things in world in general that I'm inspired, and I want to take them all to my book and just like show all these different kinds of ways of thinking and different kinds of personalities and ways to see, and just try to create this 360 like full square spectrum of things that I see all around, because I don't really believe in straightforward narrative where just you know the story goes from A to B and that's it. I'm just always trying to like show all the paths from A to B to C to D to F, and so just it's my view of reality and how I see things in general. One question: 1,300, was it before or after the cuts with the publisher? You mean this new book? Did you ask about this new book I'm writing? You said 100 or 1,300. Is it before or after the cuts? Well, I've been trying to cut it, but it's really hard. I've just cut about 50 pages or so. Donc la réponse de Miki, c'est que oui, il y avait beaucoup à dire. C'est pas spécialement un exutoire ou quoi que ce soit, mais en tant que il y avait des choses à dire à un moment donné qui dépassaient l'ampleur d'un poème ou d'un recueil de poèmes. D'où ce passage à la prose et à une prose très vaste, très ample. Et il souligne que finalement, c'est pas grand-chose par rapport au suivant, enfin pas au suivant, mais au tout dernier, là, donc entre les deux, donc il y a eu Maître du silence, puis il y a le dernier ensuite, le prochain, qui fait, dit-il, 1300 pages, donc je pense qu'en français, ça va faire encore plus. Indépendamment des coupes, d'après lui, il n'y a rien à couper, ou il a réussi à couper 50 pages, mais voilà. Donc, et il explique ça par sa vision non seulement de la prose, mais de la réalité qui sont en phase. C'est qu'il n'écrit pas une histoire qui va de A à B. De même que dans la réalité, on ne va pas du point A au point B. Entre A et B, il y a une infinité de ramifications et de possibilités et d'autres histoires parallèles. Et il éprouve le besoin et il réalise ses recherches, ses explorations de toutes ces voies parallèles pour créer une représentation, il dit, à 360 degrés. Donc, 360 degrés, c'est l'expression qu'il a donnée. Donc, on revoit vraiment ce haut, cette totalité circulaire, où pour aller du point A au point B, on est obligé de passer, si on veut être honnête, par tout cet ensemble, tout ce panorama qui couvre la totalité des possibles. Alors pourquoi avoir fait un seul livre? Pourquoi c'est vrai que ce livre-là aurait pu être découpé en plusieurs tomes. Pourquoi l'avoir fait en une seule fois? Et je rappelle donc qu'il y a 400 pages de plus de manière originale, donc on arrive à 1300 pages. Ça a l'air d'être un critère pour lui de faire des livres aussi épais. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir découpé? Est-ce que pour lui c'était une possibilité? Est-ce qu'il y a réfléchi ou au contraire c'était haut dans son ensemble et pas autrement? Ouais, je pense que c'est plutôt une question à poser à l'éditeur, mais je vais la transmettre à Miki. Miki, they are asking if you ever had the idea to split the book into several volumes, several books, or if you needed absolutely to have it as Yes, well, the publisher almost begged me to make it to several books, but I just thought that wouldn't work like that, because it's a book that you really can't split in two halves, because there's no, like, it jumps from place to place, so it wouldn't work. And also I wanted that the book is kind of immersive, like there's no escape from it. You have to read it at one piece.
And I think if you split it in half, then the reading experience wouldn't be as massive and as like dizzying. So it was really important to me to keep it in one book. And yeah, that's the reason, really. Oui, oui, donc la réponse est celle que j'attendais. Effectivement, ces éditeurs l'ont supplié de diviser son livre en plusieurs volumes parce que c'était pas possible techniquement. Mais non, et quand on se plonge, il suffit de se plonger un peu dans le livre pour voir que c'est cool, on peut pas en faire des demi-cercles, enfin, c'est un tout. Mickey voulait, et c'est une expérience de lecture totale, qu'on soit complètement absorbé dedans, qu'on soit complètement pris dans le tourbillon, dans ce vortex un peu dont il est question, soit pris de vertige, mais qu'on ne puisse pas s'échapper avant la fin. Et surtout que cette fin, c'est pas vraiment une boucle avec le début du livre, mais enfin, entre le début et la fin, il n'y a pas vraiment un endroit où on pourrait se poser. Voilà, donc c'était il n'aurait jamais été question de En tout cas, c'est rare qu'un auteur gagne le combat par rapport à ce genre de choses. Donc, c'est qu'il a sûrement été très convaincant par rapport à l'éditeur finnois. Et Marc, j'imagine aussi, a dû peut-être lui proposer, je ne sais pas, mais ou a-t-il pris le livre en totalité? Mais en tout cas, c'est extrêmement courageux de sa part et il a été extrêmement convaincant pour garder son œuvre en intégralité. Stéphanie? Oui, voilà, vous m'entendez, je pense. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai une question pour Mickey qui vient de dire que, en fait, on écrit d'abord une phrase et puis une autre. Et puis, j'avais lu ça aussi dans la présentation du Castor Astral, que l'écriture, c'était pas forcément, enfin, ça n'avait pas forcément été un projet au départ qui était très construit. Et c'est en écrivant que finalement les choses venaient. Mais quand même, écrire un roman que je qualifierais de pharaonique, avec autant de pages, autant de personnages et qui se tient, c'est-à-dire il n'y a pas de, enfin, les choses elles avancent, elles sont construites. Alors comment on s'y prend? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de phrases, de personnages, et comment on fait pour s'y retrouver sur 4 ans? Pour se souvenir de ce qu'on a écrit, est-ce qu'on fait des arbres généalogiques? Est-ce qu'on fait des fiches sur les personnages? Est-ce qu'on a un schéma à un moment donné pour s'y retrouver? Parce qu'on ne peut pas écrire au fil de la plume si longtemps que ça. Enfin, il me semble qu'à un moment donné, il faut quand même que tout ça, se soit bâti autour d'une structure. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment il est passé de l'inspiration comme ça au fil de la plume à une construction romanesque. So, Mickey, Stephanie heard that you read that you about the way you wrote and letting the ideas flow this way. But obviously with such a huge volume and such an impressive consistency, you must have had technical ways to follow every character. And it's not something just letting inspiration go through you, but you had to use special ways to keep always the control over the novel and all the stories. So, what's your secret? How did you do that? Well. First of all, I had this huge map that I created and put it in my wall. And so there was all the characters and the interactions and what they do in the novel. And I drew lines to connect all these characters and make sense to this. And I think that's about it. And the other reason that I could keep this massive thing in one piece was just, I don't know, I'm just really good writer.
So that's the reason. I think it's just my talent. So. Donc voilà, il y a une double réponse un petit peu, c'est que oui, d'abord techniquement, il a utilisé, comme dans les films, comme dans les polars, là, il y a une grande carte au mur avec tous les personnages et autant de fils pour indiquer les noms, avec des techniques de cartographie, un peu comme ça. Et puis à part ça, bah, voilà, c'est juste le talent, quoi. Ça semble pas. Voilà, très bien. Amandine? Oui. Well, Mickey, I'm very sorry because I haven't read the book. So my question is for Sebastian because I'm a translator as well. But thank you for being here. And just since you weren't able to understand the beginning of the meeting, I've put some things in the chat just to tell you what it was about. Sébastien, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai vu le nombre de mots et je suis consciente du volume que ça représente et j'étais curieuse de savoir comment vous aviez organisé votre travail. J'ai vu aussi que sur le site, le temps de travail était quantifié et donc après, je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous avez envie de répondre, mais comment vous fonctionnez pour quantifier votre travail? Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Donc d'abord, oui, quand j'ai vu la somme, donc combien, 1500 feuillets à peu près, hein, si on compte en feuillets, donc ça peut paraître affolant en nombre de mots ou en nombre de feuillets, mais finalement 1500 feuillets, c'est 3 fois 500 feuillets, quoi. C'est 3 romans, c'est 3 romans en standard. Donc je me suis un peu calmé, je me suis un peu rassuré en me disant, bon, c'est comme si je traduisais 3 romans, et effectivement, le contrat de traduction, c'était sur l'an et demi, c'était comme si je m'engageais à traduire 3 romans. À ceci près que c'est pas 3 romans distincts, mais un seul, consistant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une partie du travail de recherche de fond que je fais une fois pour toutes. De notre côté, je dois assurer quand même la cohérence de tout ça, ce qui n'est pas le cas quand je traduis 3 romans différents. Donc voilà, il y avait des avantages et des inconvénients par rapport à mon travail habituel. Mais globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Surtout que, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ce roman, si j'ai eu un coup de foudre, c'est parce que, alors, je ne l'aurais pas écrit comme ça, ou j'aurais pas, mais c'est effectivement une autre voix, la voix de Mickey. C'est pas comme ça que j'écris instinctivement, mais c'était plein de choses très familières. C'était quelque chose que j'avais envie d'écrire. Donc voilà, ça cadre le travail, parce que moi aussi, à mon tour, de même que Mickey s'est laissé pénétrer par toutes ces histoires qu'il avait racontées, à mon tour, moi, je me suis laissé pénétrer par les mêmes histoires et par les mêmes voix, par les mêmes personnages. C'est allé un peu plus vite pour différentes raisons. Tout ça s'est passé pour 2 ans pour la traduction, mais voilà un peu la structure du travail. Après, c'est un peu comme d'habitude. Quant à la question sur... pardon, la deuxième question. Oui, le chiffrage, l'estimation du... Oui. Ouais, j'ai pris l'habitude parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans comme ingénieur avant de me lancer en indépendant dans la traduction. Et donc, toutes les semaines, je devais rendre des comptes rendus d'activité et dire combien d'heures j'avais passé sur quelle tâche, quoi. Donc, j'ai gardé un peu cette habitude et je tiens toujours des tableaux Excel où je compte le temps passé de manière approximative. C'est important pour différentes raisons et ne serait-ce que pour ensuite faire des estimations, etc. pour le projet suivant. Alors, je crois que j'ai mis 2020, c'était quoi en heures, je sais plus. Oui, c'était ça, ouais. Voilà, c'est un ordre de grandeur qui n'est pas loin de la réalité, qui était effectivement rigolo parce que on était dans l'année 2020 et dans the projet de 2020, quoi. Et donc, j'ai remarqué que ça ne tombait pas très loin, donc j'ai donné ce chiffre-là, sachant que le chiffre réel... D'accord, c'était ça qui m'avait interpellée. Je n'avais pas forcément fait le rapprochement avec l'année et je m'étais dit que ça semblait extrêmement
J'entends plus. Ouais, ça a coupé, Amandine, on t'a pas entendu. Ah non, je disais juste que j'avais pas forcément fait le lien avec l'année et que ça me semblait extrêmement précis. Donc c'est pour ça que ça m'avait interpellée en fait. Je sais qu'il y a des traducteurs qui quantifient avec des outils enfin, traquage de suivi en fait, etc. C'était plus de la curiosité qu'autre chose, hein. Après, je veux pas non plus embêter le reste de l'assistance avec des considérations techniques. Merci beaucoup à vous. Stéphanie? En fait, il faut Pardon. dire quelque chose, c'est que ce livre devait paraître en 2020. Et en fait, on est en 2021. Donc, effectivement, il fallait tout organiser et on était prêt. Tout était prêt. Le travail était prêt, le livre était prêt, c'était prêt à partir à l'imprimerie. Et effectivement, vu la situation de l'année dernière, on a dit il sera peut-être mieux en début 2021. Finalement, on est au même point. Et donc, il fallait qu'il sorte. Et en fait, on est très heureux qu'il soit là maintenant parce que c'est un livre qui, quelque part, fait aussi du bien. C'est réconfortant et on se plonge dans notre univers et on n'est plus du tout dans l'univers, dans ce qu'on vit en ce moment, quoi, dans ce livre-là. C'est aussi ça qui fait que, finalement, la période n'est pas si mauvaise pour lui. Et il était d'ailleurs noté comme le seul roman du Castor Astral en 2020. Oui, absolument. Est-ce que ce sera le cas aussi pour 2021? Est-ce que ce sera le seul pour 2021? De ce genre-là, oui. Il y aura d'autres livres de la deuxième partie de l'année. Mais non, voilà. Il faut que Sébastien se repose quand même. Et on ne l'a pas remplacé en 2020 quand même. Bon, super. Stéphanie? Oui, moi j'ai une question pour Mickey. Je voudrais savoir en fait quel est l'impact d'un tel livre sur la vie personnelle, c'est-à-dire quand on est comme ça, quand on se promène avec 100 personnages dans sa tête pendant 4 ans, est-ce qu'il reste encore de la place pour vivre vraiment en dehors de la littérature, je veux dire, et enfin, je sais pas, pour rêver, pour s'échapper, et surtout, qu'est-ce qu'on peut envisager d'écrire après, une fois qu'on a écrit une telle somme? Qu'est-ce qu'on a encore envie d'écrire derrière ça? Et d'ailleurs, on notera que son dernier roman est sorti récemment en Finlande, je crois, si je ne me trompe pas, Sébastien. Le tout dernier, moi j'avais suivi la sortie de Maître du Silence, mais ensuite le tout dernier, je ne sais pas exactement où il en est. On va lui poser la question. Je vais poser la question ici. So, Mickey, the question is about the fact that you spent 4 years alone with these 100 characters, with all their stories. How does it feel? How did you have some place left for yourself or some escape for your own mind? And after such a total experience, what can you write afterwards? So the question is also about Master of Silence and the latest novel. Yeah, what can you tell about that? You mean what did I do after finishing O? Well, first, what did you during the writing? How did you experience this writing with 100 characters, and then after? Well, the writing process, as I've told, was really hard and tiring. I wrote it every day for 4 years, 10 hours a day, something like that. And I think I'm just a workaholic. I just write all the time. I don't really have any hobbies. That sounds really sad, but I don't. I just write all the time, and especially now when there's a coronavirus is going all over the world. So I've been just sitting in my home and writing my new book all the time. And well, I don't really have any coping mechanisms how I like get away from the book as I'm writing it. I just try to watch some shitty movies and, you know, just
try not to think about writing all the time. So I think that's my curse in a way, because I just have to write all the time, and so there's no really escape for me. And yeah, and I'm going through now again. I'm just at the moment writing my next novel, and it's a really a fucking nightmare. It's horrible. I just write. There was Master of Silence, and then the big one. Yeah, now I have the new one. It will be published in September in Finland. 1,300 pages. Where is it? That one? It will be published in September in So, Finland. Yeah, this year. Okay. Donc oui, pas grand-chose à dire sur finalement l'expérience d'écriture qui a duré 4 ans, sinon que c'était 10 heures par jour, que bon, bah, il ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui, donc il passe son temps à travailler. Et non seulement pendant O, mais également pendant Maître du silence, et donc le nouveau roman qui fait 1300 pages et qui va sortir en septembre en Finlande. Et dont l'écriture s'est déroulée partiellement confinée, ce qui vous a encore plus encouragé à rester enfermé chez lui et à travailler, quoi. Donc il n'a pas vraiment de hobby ou de vie sociale ou autre, si ce n'est que voilà, il va un peu au cinéma de temps en temps. Enfin, il allait, je ne sais pas si c'est encore possible en Finlande, au cinéma pour s'échapper un peu et voir autre chose, mais voilà, il se considère aussi, pour conclure, comme un auteur maudit, un écrivain maudit qui est condamné à rester enfermé chez lui, à coucher dans la douleur de milliers de pages. Est-ce que, justement, Sébastien, quelles inspirations a-t-il eu? Est-ce que, parce qu'il y a quand même 100 personnages, j'imagine que certains sont issus de son cercle proche. Je n'ose imaginer qu'il n'a pas pioché dans certaines amitiés. De qui il s'est inspiré? Parce qu'on a quand même un ex-violoncelliste manchot, on a un inventeur qui décide de manière idéale de verser le café. On a quand même un concepteur de toboggan, ça m'a aussi fascine. De qui il s'est inspiré véritablement? Et avant de traduire, je préciserai que moi aussi, j'ai mis plein de gens que je connais, et puis je crois qu'on y retrouve tous des gens qu'on connaît quelque part. Voilà, même si c'est un peu exacerbé, c'est un peu exagéré, bien sûr, mais dans l'idée, dans les névroses, clairement, ce sont des gens qu'on connaît. Mais là, il est quand même allé très loin. Donc, j'aimerais savoir véritablement si il a pioché dans son quotidien, en tout cas avant l'écriture ou pendant l'écriture. Peut-être qu'il s'est servi, entre guillemets, pendant les 4 ans de ces expériences-là. So, Mickey, what were your inspirations for all these characters? Maybe sometimes people around you, or you just imagine, because all of us recognize people, familiar people. So, what were your inspirations for them? Well, they were mostly just my imagination. But of course, they are based in people that I've been observing throughout my life, and I just took them to next level. So if someone I knew was a little bit neurotic, I just took it to the level that he will be really, really neurotic. So it's kind of like extreme version of people that I knew, but of course, I tried to write so-called normal people in there. They are all around in the book, but I just don't speak about them really much. I just focus on the most absurd ones. Il reformule exactement ce qu'on était en train de dire, en fait, qu'il a cherché dans son imagination, mais en s'inspirant de toutes sortes de personnes qui étaient autour de lui, en exagérant simplement. Quand il observe des petites névroses chez les gens autour de lui, il en fait des trucs énormes. Donc voilà, c'est juste un petit effort de surenchère, sachant que, en plus de ces 100 personnages qui sont listés au début, donc on imagine qu'il y a plein de personnages normaux, entre guillemets,
dans ces histoires, mais il a choisi de se focaliser sur cela et d'exagérer donc leurs traits. Mais comme nous, il reconnaît des gens de son entourage et il joue avec. Anne-Sophie? Bonsoir. Moi, je me demandais quel était le lectorat cible, en fait, si c'était plutôt des poètes, si c'était des névrosés, entre guillemets, si c'était des lecteurs curieux, ou j'imagine qu'il avait une cible au départ pour savoir peut-être comment orienter, même s'il ne parle pas d'histoire, comment orienter son livre. Parce que clairement, c'est intimidant. Un livre comme ça, on le voit débarquer sur les tables de librairie. Ça peut devenir intimidant, mais il faut rassurer les lecteurs. Et je compte sur Marc et Sébastien pour le faire. Oui, c'est une question multiple parce que ça concerne l'éditeur, ça concerne l'auteur, ça concerne le fait qu'en Finlande, les lecteurs n'ont pas les mêmes attentes que dans le monde francophone. Je ne sais pas à qui s'adresse la question en premier, en fait. On demande à Mickey quel était son lectorat, parce qu'elle était sa cible. Déjà à Mickey et puis aussi à l'éditeur, ouais. So, Mickey, when you were writing this novel, who was your main reader you had in mind? Whom were you writing for? Well, I don't know if I think about that really. I just wanted to write something really good, and I knew if I wrote something really good, it means that many people can relate to it. Even though the book is really absurd and weird and not so commercial in the, you know, in the basic way, I knew that it would reach to all kinds of people. But I don't really, when I'm writing, I don't really think about the audience really, because I think that it would make me write in a more toned way. I think I would just ease up my style if I just always thought about that people that will read my book, and I don't really like that idea. Right, yeah, of course. But then afterwards, after finishing the book, you thought about the Finnish readers, which are maybe different from the readers in other countries. So you thought it would be interesting for everybody or for some category of readers in Finland? Yes, but I also thought that it would work in other countries as well, and because my characters don't have really Finnish names, they are kind of weird, and I think they would work in everywhere really, because the names are mostly just like nonsense. They are not real names, so-called real names, and the actions don't only take place in Finland but also in Denmark and other countries, so it's kind of universal. And I never thought that it would be a Finnish novel. Really, it's more like for everyone, and I hope that it will be translated in multiple languages. Well, now in French, and it will come in Poland next year. Yeah, so that's interesting, but I hope there will be more translations. Yeah, sure. Donc non, quand il travaille, il n'a pas. D'abord, il essaie de faire abstraction des lecteurs et il essaie de produire quelque chose de consciencieusement pour l'art, pour la valeur de son travail, sans se laisser influencer par les attentes de tel ou tel lectorat. Ensuite, il espérait toucher un lectorat le plus vaste possible. D'une part en Finlande, puisque c'est écrit en finnois, mais sans viser une catégorie spéciale de personnes. C'était vraiment en espérant qu'un maximum de personnes pourraient se reconnaître ici-là, pour reconnaître les gens, son entourage, et trouver de l'intérêt à la chose. Et d'autre part, il souligne à juste titre que c'est un roman en général, Mickey écrit d'une manière très internationaliste. C'est pas un roman, il n'a jamais voulu écrire un roman typiquement finnois, typiquement finlandais, mais il y a des personnages finlandais, il y a des parties qui se passent au Danemark, ça se passe en Galice, en Espagne. Et il est justement,
satisfaits que le roman trouve des lecteurs en France. Et maintenant, on a appris aujourd'hui que les droits ont été vendus en Pologne. Et il espère que le roman sera accessible à d'autres lecteurs dans d'autres langues, parce que je pense que ceux qui l'ont lu pourront le confirmer d'entre vous, c'est un roman universaliste en quelque sorte. Hein. C'est pas un roman typiquement finlandais, quoi. C'est pas, contrairement à ce qui, c'est souvent le cas dans la littérature finlandaise, qui peut être ancrée dans la culture finnoise, mais là non, c'est quelque chose, c'est par hasard en langue finnoise parce que c'est sa langue maternelle, mais c'est quelque chose de très universel. Traité universel du pourquoi des choses, d'ailleurs. Est-ce que Marc peut-être peut réagir aussi par rapport à cette question? Je ne sais pas si vous êtes encore là, Marc. Je n'ai pas vu. Non. Oui, on ne s'est pas du tout posé la question d'une cible de lecteur. Quel lecteur toucher? Il y a tellement d'entrées, de portes dans ce livre que, effectivement, comme on l'a souligné, certains l'ont souligné, on reconnaît. Enfin, je connais personne en Finlande, mais j'ai reconnu des tas de personnages. Et effectivement, et donc c'est ce côté universel qui de suite, quand on a lu la traduction de Sébastien, parce qu'effectivement, ce n'était pas immédiatement visible sur le texte en finnois, certainement pas pour nous, voilà, et il n'y avait pas de traduction anglaise totale non plus. Donc effectivement, on a découvert le livre au fur et à mesure de la traduction de Sébastien un petit peu, et c'était passionnant, quoi. Et on n'a pas eu aucun doute, effectivement, dans le sens où tout lecteur peut y trouver du plaisir, du bonheur, de l'intérêt, quoi. Je serais bien en peine de définir une cible. Non. Comme on ne peut pas donner un genre à ce livre, on ne peut pas donner de cible, mais je suis persuadé que tout le monde peut y trouver son bonheur. Effectivement, il faut rentrer, mais c'est un livre aussi, on peut rentrer par n'importe quel bout. Je veux dire, on peut le lire ou le relire. Il est gros, on le ferme, si on n'a pas de marque-page, on le reprend à un autre endroit, on a autant de plaisir, quoi. Et c'est ça, et c'est assez rare dans un livre. Voilà. Narcisse? Pardon. On a effectivement plein de portes d'entrée. La question, c'est est-ce qu'on a une sortie? Une fois qu'on est aspiré dedans, est-ce qu'on en sort? C'est vrai. On en sort au bout de 900 pages, donc mais c'est bien adapté à la période actuelle où on a des longues soirées, des longues journées. Voilà. Narcisse? Le confinement, d'ailleurs, serait idéal pour pouvoir lire ce livre. Non, je plaisante. Je plaisante. Narcisse? Oui. So, good evening, everyone. I got a question for Mickey. So first of all, I'm sorry, I didn't read your book yet, but I saw that it's quite a big book. So I wanted to know about your writing process. Did you ever come across the blank page syndrome? And if so, how did you pass through it and continue to write your story? Donc, ma question, c'est beaucoup plus par rapport au syndrome de la page blanche, vu que j'ai vu le nombre de pages, donc je me dis que c'est quand même un gros livre. Je voulais vraiment savoir comment Mickey, si il a eu déjà le syndrome de la page blanche, comment il a réussi à dépasser ce syndrome et à continuer à écrire. Merci. Well, first of all, I'm sorry about my English pronunciation. It's really horrible, but but I try to answer as well as I can. Well, of course, I have these blank page nightmares, or what you call them, but I really just come over them by just writing every day, constantly. So if I keep myself busy and in the state of like writing, that keeps me going. And even though not everything I write every day is good, most of it is just horrible, then it's just as important to keep on writing every day. And so if you write like 10 days in a row, you maybe have something like 2 good pages, and that's enough for me. I try to write just 1 good sentence in a day, and if I can't do that, it's all that matters. But sometimes I can write like 30 pages in a row, and it's all good, at least in my opinion.
anyway. And yeah, that's my way of getting over these blank states. Just keep on writing, and that's really it. It sounds boring, but it's true. It's necessary. Et Narcisse qui traduit ou je reprends la main? C'est comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Allez, Narcisse, vas-y, on y va pour la traduction. Mercato. Je vais essayer parce que je pense pas être douée pour la traduction aussi vite, mais je vais essayer. Donc, si j'ai bien compris, il a déjà eu le syndrome de la page blanche. Et donc, pour lui, la meilleure façon de dépasser ça, c'est d'écrire et de continuer quand même à écrire, même si on a quand même des difficultés. Et par exemple, si on écrit sur 10 jours, on finira quand même par avoir un résultat de 2 pages qui est plutôt bon. Donc, pour lui, il trouve ça bon. Quand on écrit, par exemple, plusieurs pages, c'est pas relativement quelque chose de positif quand c'est pas un écrit qu'il ne passionne, surtout pendant le syndrome. Donc, quand il va regrouper tout ça, il aura quand même 2-3 pages. Et quand il va continuer à écrire et à se forcer à écrire, le résultat fera quand même qu'il va dépasser ça. J'espère que j'ai bien traduit. Une sorte de tamis, en réalité. Voilà. Martine? Merci, Narcisse. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais rebondir sur la question précédente sur le lectorat. Et je voulais savoir comment avait été reçu le livre de Miki en Finlande. Est-ce qu'il a trouvé un lectorat là-bas pour son livre? J'ai une petite idée, mais si je vais demander directement à Miki. Miki, did your book find its readers in Finland, and what kind of readers? How many readers? And what was the reaction there? Yeah, well, it sold really well in Finland. My publisher was really skeptical at first because it was so big and so weird in a way. So they thought that it will be it will not sell so much. But when it came out, it got really good reviews right away, and it sold really well. And it's been surprising because like 12 or 13-year-old kids have come to me and told me that they like the book, and I don't know how it's possible they even understand what's going on, but the spectrum of readers is really mesmerizing because all kinds of people, and because of that, people thought that I'm some kind of that I know about quantum mechanics and mathematics and physics and philosophy and all kinds of stuff. And I was, many people asked me to keep lectures about these things in universities. And I just found myself in a situation where I wasn't really a writer, I was more a lecturer. I was giving these lectures for people about, quantum mechanics and mathematics and things like that. You did that? Or? Yeah, I did it. I once lectured about quantum mechanics for 4 hours in a university in Finland. It was really weird. Oui, donc le livre a été... alors bon, l'éditeur finlandais était totalement angoissé et craignait un bid, un fiasco total. Et en fait, le livre s'est bien vendu. D'abord parce qu'il y a eu d'excellentes critiques d'entrée de jeu dans la presse. Il a été accueilli comme un monument exceptionnel dans les lettres finlandaises contemporaines. Donc, ça a attiré un grand lectorat. Et alors, Miki était vraiment étonné parce que les gens sont venus vers lui en admiration, y compris des gamins de 12-13 ans qui disent « Ah, j'ai adoré ton livre !» Donc, il y a un lectorat très, très large, ce qui est assez étonnant. Et notamment, il était surpris par l'intérêt des lecteurs pour la dimension scientifique et philosophique, enfin, tout ce qui est très technique dans le roman, tout ce qui est très savant. Et
Et ça a abouti à une scène assez surréaliste où il a été amené à donner un cours magistral pendant 4 heures à l'université sur la physique quantique, par exemple. Donc il se dit, mais il ne sait plus très bien s'il est un écrivain, un romancier ou un conférencier, quoi. Donc voilà pour les réactions et l'accueil. Alors j'aimerais revenir sur le fait que Mickey soit synesthète, donc c'est-à-dire qu'il associe les lettres et les chiffres aux couleurs. Alors ça ne va pas être simple à traduire, j'imagine, mais j'aimerais savoir en quoi ça influe sur sa façon d'écrire. Est-ce que véritablement le fait d'appeler son roman O, est-ce que c'est aussi quelque chose de rond qui évoque cette rondeur-là? Est-ce que c'est une sorte de clin d'œil, entre guillemets? Ça fait penser à Rimbaud, du coup. Et puis, excusez-moi, j'interviens, mais sachant que le roman suivant s'appelle Maître du silence, qui est une citation directe de Rimbaud. Donc, ça fait partie sûrement à propos de synesthésie. So, Mickey, the question is about comment on dit, je sais pas, synesthesia, or the fact that you associate letters and sounds with colors. What was the influence of this characteristics in the writing and also in the choosing the title O? What does it represent for you, or what are the evocations of this letter or symbol? Did you ask about the synesthesia? Yes. Yeah. Well, it's the thing about synesthesia is that it really helped me to come up with metaphors really easily, how to describe feelings and weather, and so it really flows through me naturally. So I don't never stop and think about how could I describe this thing. It always comes instantly. I don't really spend much time thinking about metaphors, and so yeah, well, that's how this synesthesia thing helped me. But about the title, the O, I think it. I once calculated that I have about 52 meanings for the title of O, but I don't really remember all of them because it's like 3 or 4 years ago when I came up with them. But there are, of course, some the letter O, of course, comes up in the novel in many ways, but only in something like 6 different ways. So I don't really remember all those 52, but there were lots of them, and yeah, that's my really hazy answer for the question, but I hope it helps something. Oui, donc à propos de la synesthésie, effectivement, c'est tout simplement un moteur inépuisable de métaphores, d'inspiration pour toutes les associations de mots phonétiques. Dès qu'il a une idée qui vient à l'esprit, automatiquement, spontanément, elle s'associe à une autre idée, à une couleur, à des sons. Et... Donc ça, c'est le secret un peu de son écriture poétique par association. Et pour ce qui est du titre O, de la lettre, il se rappelle avoir noté une fois une liste avoir énuméré 52 significations de ce O et de ce titre, mais bon, il a oublié. Voilà. Mais on retiendra que dans le roman, il y a le O, la lettre ou le symbole apparaît de différentes manières, ici ou là, dans le fil du roman. Et c'est un symbole à prendre de manière tellement globale et tellement multiple que toutes ces significations sont présentes d'une manière ou d'une autre dans le livre. J'aimerais aborder, Sébastien, justement ces influences littéraires. Il parle quand même de Thomas Pynchon et de David Foster Wallace, qui sont quand même 2 génies littéraires absolus. Est-ce que véritablement, c'est dans cette littérature qu'il a forgé son parcours d'écrivain?
Mickey, regarding your influences or the authors who may have influenced you in your writing. So we read about Pynchon, Wallace, and others, but are they really the ones who influenced you most, or what were your actual influences? Well, James Joyce has always been a good, big influence for me, and George Perec, of course, and well, I think, yeah, and Thomas Pynchon, as you said, is really big influence also, and many poets like Arthur Rimbaud. I don't know how to pronounce his name, but you know, French poet, and Charles Baudelaire, of course, and yeah. To be fair, I don't really read new books. I think my taste is in the early 1900s and in the early 1800s. I'm really old-fashioned in that way. I don't really read latest books. I just stay in these classics pretty much. I don't really know why. I've been trying to read more new books, but they always disappoint me in some way. I don't know why. Well, one of the new authors that I really like is also French. Michel Houellebecq is a big one for me also. What about Rimbaud and Baudelaire? Do you read them in Finnish translations or in French? Yes, I have Finnish and in English. I can't speak French at all, so it's really sad because I've heard that your translation is really good, but I can't read it. I just have to look at these pages and think that, yeah, it looks good. Just wait for the Polish one. I can't speak Polish either, so I'm screwed. Donc ouais, dans les grandes influences, il y a Joyce, James Joyce, qui est vraiment à son livre de chevet. Enfin, Ulysse, c'est vraiment son livre de chevet. Perec aussi, donc on rejoint Castor Astral et d'autres intérêts de la famille. Effectivement, il confirme Pynchon comme grande influence. Après, il s'intéresse beaucoup à la poésie. Il a nommé, vous avez reconnu, Rimbaud, Baudelaire, qu'il lit alors en traduction finnoise ou en anglais, parce que malheureusement, il déplore de ne pas lire le français, mais bon, malgré tout, Rimbaud et Baudelaire l'ont beaucoup inspiré. Et par contre, pas vraiment de littérature contemporaine, il reste plutôt focalisé sur les classiques du XXe siècle. Il a essayé un peu de lire la littérature contemporaine, mais en général, ça le gonfle. Enfin, contemporaine, donc d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Si ce n'est que, oui, il a mentionné Houellebecq comme effectivement quelqu'un qui a pu l'intéresser ces dernières années. Alors, Mickey ne parle pas français, mais est donc attaché à la langue française. Comment est-il venu justement à découvrir cette langue française? Quand on est finlandais, c'est pas forcément quelque chose de classique. Donc j'aimerais savoir comment il est arrivé à cette culture française, à cette culture littéraire française-là. Comment on découvre quand on est finlandais, Houellebecq, Rimbaud, Baudelaire. Et j'ai cru comprendre qu'il lisait Joyce chaque année depuis qu'il a 19 ans. Donc ça fait déjà quelques années. Donc double question aussi, puisque la littérature française est Joyce aussi, c'est ça? So, Mickey, how did you discover these French writers, Rimbaud, Baudelaire, and now Houellebecq? So you said you're interested in the French language and literature, but you can't read French. And how, as a Finnish guy reading in Finnish or English, how did you discover these writers? Well, when I was younger and I read much poetry, I just started to look for a poetry that really speaks to me, and something about Arthur Rimbaud just really spoke to me in a way I can't really explain, but
I just felt that Rambo had something in common with me, because I think he uses words like really musically, and he uses really like a colorful language. And it was something I really tried myself when I wrote poetry. And I don't know how I found him. I think just by chance. I think I stumbled upon him somewhere, and through Rambo I found Baudelaire. And then when I was more into prose, through James Joyce, I then found all these other experimental writers like Thomas Pynchon and David Foster Wallace. And then there was George Perec, because many of my friends recommended him for me because they knew that I like this kind of experimental writing. And I read the, I don't know what's the English title, the Life Manual. I don't know, what his main book. From Perec. Yeah. Oui, comment ça s'appelle, le manuel de... Bon, on va y venir. Well, you know what I mean. Anyway, yeah, his main book, and it really made an impression to me, and especially the way he uses like lists. He just lists things, the objects that are in a room, like really obsessively. And it was something I took to my own writing. When I describe a room, I write about it like 10 pages about these objects that are there, you know, everything from the sofa to the mattress to the color of the walls, and the, you know, all these different colors and materials, and ways things look. It really came from George Perec. Oui, donc là, c'est très intéressant parce que j'ai cartographié en même temps tout ce qu'il a raconté. Il y a tout un fil qui se déroule. C'est parti de Rimbaud. Ça m'a pas... C'était d'abord, il a dit tout à l'heure, c'est un poète et un amateur de poésie en premier. Il est tombé sur Rimbaud par hasard, il ne saurait pas très bien dire comment, mais comme un classique étranger qu'on lit en traduction. Hein. De là, il a découvert ensuite Baudelaire. Donc Rimbaud, il a senti énormément d'affinité avec son univers et ses associations de mots et d'idées. Ensuite Baudelaire, ensuite il est passé à la prose avec Joyce. De Joyce, il est passé à Pynchon et à Wallace. Et puis des potes lui ont dit « Ah, mais tiens, tu devrais aimer ça ». Ils lui ont passé Perec, en particulier La vie, mode d'emploi. Et effectivement, il a complètement accroché à ces énumérations et cette façon de décrire les choses qui l'a très fortement inspiré pour sa façon d'écrire la prose. Avant de passer la parole à Stéphanie, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous, et ceux qui ont les livres, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. 3, 2, 1. Marion, c'est parti. Oui, c'est bon. Ok, super, merci. Stéphanie, c'est à toi. Oui, alors par rapport aux influences littéraires, ça n'a pas été cité, donc je pense que ça n'était pas le cas. Mais moi, quand j'ai lu, bon, je n'ai pas encore fini le roman, mais quand je l'ai lu et que j'ai vu le nombre de personnages qui y figuraient, ça m'a quand même fait penser un peu aux ambitions réalistes des romanciers du 19e siècle, donc, par exemple Balzac ou Zola, donc la comédie humaine qui cherche quand même à dépeindre une grande partie de la société, ou en tout cas différents aspects, différents personnages dans la société. Donc, est-ce que de la part de Mickey, il y a eu cette ambition un peu réaliste d'embrasser en fait le maximum de gens, la société entière dans son roman? Mickey, the question is about this whole list of characters, which suggests that you wanted to produce an image of the whole society, of the whole world, like some 19th century novelists like Balzac in France, for instance, with his human comedy. Do you have this kind of project of
painting of the whole society, of the whole humankind in writing O? Yeah, pretty much. I knew I wanted to write something big, and in big I mean something that would have all kinds of people and just paint this vast canvas of things. So I just thought that if I wrote about something like 2 or 3 characters, it wouldn't give like a really realistic picture of the world, because I needed to focus on many kinds of people and the ways people interact. And yeah, I thought that it really needed that to work. So of course I've written books that have much less characters, but I think I've gone crazy in some way, because my books are getting longer and longer all the time, and I just can't stop. So it's really a way of me of thinking about things. I think it's really necessary to look at all these different possibilities and different personalities for me to be satisfied for the book. So it requires for me that I write a lot of characters and a lot of different places and different ways of communicating and thinking and so on. So yeah, I really can't remember the question anymore, but that's my answer anyway. So. Oui, donc par rapport à, pour comparer avec Balzac et la comédie humaine, oui, il y a effectivement cette volonté assumée de composer une fresque grandiose. Il avait le sentiment et l'intention de produire quelque chose de grandiose. Une gigantesque fresque. J'ai bien aimé qu'il précise, c'est par souci de réalisme. Pour représenter la réalité, il a besoin d'une grande surface, d'une grande quantité de personnages, d'une part pour représenter la diversité humaine, et surtout pour représenter toutes les interactions entre eux. Et la notion d'interaction est vraiment importante, je crois, d'en haut. Ça parle vraiment de toutes les interactions entre tous les personnages et entre tous les événements. Il constate effectivement, c'est inquiétant un petit peu de voir que ces livres sont de plus en plus gros. Non, il a écrit aussi des livres avec moins de personnages, mais il est vraiment satisfait. Il n'est vraiment satisfait que quand la multiplicité des personnages apporte vraiment, comme une mosaïque, un tableau représentatif de la réalité. Et il ne peut pas percevoir la réalité autrement qu'en énumérant exhaustivement toutes les possibilités, toutes les probabilités, d'où ces sommes gigantesques qui se développent. Comme on disait tout à l'heure, au lieu d'aller du point, enfin, pour aller du point A au point B, il y a une infinité de chemins possibles et on veut tous les emprunter pour voir parce que toutes ces voies existent. On peut peut-être passer à la lecture, Sébastien et Miki. Est-ce que vous préférez qu'on fasse d'abord en français ou en finnois? Comme ça vous arrange. C'est comme ça que c'est paru d'abord. C'est le moment en finnois en premier. Non. Miki, would you like to read an excerpt from the book now? Yeah, what was the page? Alors, je ne sais pas s'il y a les mêmes pages dans les deux versions, pas sûr. On avait dit 173, je crois, Marion ou... Je crois, non, il faut que je vérifie dans le mail, je ne sais plus. C'est le jeudi, non? C'est le vendredi, non? Ah, le vendredi, mais c'est... Oui, c'est le vendredi, donc dans la version, c'est... Ah oui, c'est là, 154, 154. Finish? So it's the Friday page. Yes, Friday. Yeah. How long do I read this?
c'est difficilement quantifiable, mais peut-être 2 pages. What? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. As you wish. Okay. Okay. I'm not gonna read so long because this this is something like 40 pages long, but well, anyway, here we go. Magnus Brax rakasti munakoisoja. Erityisesti hän rakasti sopivan pehmeitä munakoisoja, joita hän saattoi painella varovasti peukaloillaan, asettaa pöydälle siistiin riviin ja tökkiä niitä suunnitellussa järjestyksessä kevyesti, harjaantuneella dynamiikalla, mikä ulkopuolisen mielestä olisi näyttänyt varmasti siltä, kuin Magnus Brax pitäisi äänettömällä filmillä konserttia keittiössään uudella erikoisella soittimella. Mutta ennen koisojen painelua, aamun odotettua virkistävää rutiinia, Magnus ajatteli syövänsä aamupalaa. Munakoisot, joita oli aina 9, odottivat sievässä pinossa punoskorissa. Hän ei säilyttänyt niitä jääkaapissa, koska pelkäsi niiden kovettuvan liiaksi tai menettävän osan kauniin syvän purppurasta väristään. Paahtoleipää ja mozzarella juustoa. Hän paistoi paahtoleivät pannulla voin seassa, nosti ne sulavasti lastaa liuuttaen valkoiselle astianpesukoneen kostealle lautaselle, jonka kohoreunoja koristivat haalistuneet ruiskukkaköynnökset. Hän vilsi mozzarella-paketin siististi auki yhdestä päästä, valutti nesteen lavuaariin ja viipaloi juustoa 2 paksua siivua puisella leikkuulaudalla, jonka kulmaan hänen tyttärensä Elise oli kolmannut sanan iskä, isänpäivälahja vuodelta 1999, mikäli Magnus oikein muisti. Joku oli sanonut Magnukselle kerran, tiedätkö mitä mozzarella on? Mozzarella on muumin lihaa, mikä oli Magnuksesta hyvin sanottu. Elise ei ollut lapsena viihtynyt käsityötunneilla ja vaihtoi siksi puutöihin. Käytti poikien vaatteita vielä yläasteella. Sai jälki-istuntoa mukiloituaan erään pojan ala-asteella aika pahasti. Hankasi sen naamaa lumihankeen ja tunki lokaa housuihin. I think that's it. Merci. Thank you. Sébastien? Pour ma part, j'ai tout compris. Hein. Ah bah voilà, c'est évocateur, on entend tout ça très bien. C'est très transparent. De synesthésie. Donc c'est ainsi que se commence la journée du vendredi. Parce que le roman s'étend sur 7 jours. Magnus Brax adorait les aubergines. En particulier, il adorait les aubergines bien tendres qu'il pouvait palper délicatement avec les pouces, alignées en rang parfait sur la table et tapotées en douceur dans un ordre prédéfini, dans une dynamique bien rodée, ce qui aurait sûrement donné à un observateur extérieur l'impression d'un film muet où on le verrait se produire en concert dans sa cuisine avec un instrument inouï. Mais avant cela, avant de tripoter les fruits, routine matinale revigorante tant attendue, Magnus songeait à prendre un petit déjeuner. Les aubergines, toujours au nombre de 9, étaient gentiment empilées dans un panier en rotin. On ne les gardait pas au frigo, craignant qu'elles se dessèchent ou qu'elles perdent de leur belle pourpre profondeur. Pain de mie et mozzarella. Il dorait les tartines à la poêle dans du beurre, les faisait glisser à la spatule dans une assiette blanche dont le bord était enguirlandé de fleurs de seigle délavées et dont l'humidité témoignait de la récente sortie du lave-vaisselle. Il coupait net à une extrémité du paquet de mozzarella, versait le liquide dans l'évier, puis débitait 2 généreuses tranches sur une planche en bois, dans un coin de laquelle sa fille Élise avait pyrogravé « Papa ». Un cadeau de fête des pères de 1999, si on ne se trompait pas. Quelqu'un lui avait dit une fois, tu sais ce que c'est la mozzarella? La mozzarella, c'est de la viande de moumine. Ce qu'il avait trouvé très bien formulé. Enfant, Élise n'aimait pas les cours de travaux manuels. Aussi avait-elle changé pour la menuiserie. Elle portait des habits de garçon, encore au collège. À l'école primaire, elle avait été punie pour avoir salement molesté un camarade. Elle lui avait frotté la figure dans la neige et elle lui en avait mis dans le pantalon. Voilà pour l'extrait. Merci. Merci à tous les deux. Peut-être une dernière question et après une interrogation, parce que j'ai vu, Sébastien, que vous aviez, alors je ne sais plus si c'est traduit ou publié une nouvelle qui s'appelait Zéro, où le cercle jouait un rôle particulier. Et donc, je m'interroge, il y a quand même un certain hasard par rapport à tout cela. Là, vous vous retrouvez à traduire O, la boucle est bouclée. Absolument, la spirale revient un petit peu vers le... Oui, c'est plutôt une spirale. Mais oui, non, mais absolument. D'abord, je ne me souviens pas très bien non plus si c'était écrit ou traduit, parce que d'ailleurs, on s'est demandé à propos de O, des fois... Enfin,
que j'écrive ou que je traduise, c'est un peu la même expérience. Pour rejoindre ce que disait Mickey tout à l'heure. Quand on écrit, on est un peu dans un état second, on passe plus de temps passé, et je suis un peu dans ce même état quand je traduis. Je ne sais plus très bien si ce que j'écris vient de moi ou de quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Et je fais une digression, excusez-moi, mais moi aussi je pense un peu comme ça par digression, mais je me suis rendu compte récemment qu'en fait la traduction littéraire, c'est une activité parfaitement oulipienne. C'est vraiment une forme d'écriture sous contrainte très stricte, et en même temps qui offre une grande marge de liberté, paradoxalement, et de créativité. Si on regarde deux traductions différentes, ça peut donner des choses très différentes. Simplement, on se doit de traduire d'écrire dans un certain cadre, en l'occurrence de fond et de forme. Mais pour en revenir à Zéro, c'était effectivement, ça remonte à déjà une vingtaine d'années, et c'était ma première publication, c'était une nouvelle qui s'appelait Zéro. Donc c'est marrant parce que Zéro était une nouvelle, donc c'était très étroit. Là, avec O, on a quelque chose de beaucoup plus large. C'était pas du tout la même démarche d'écriture, mais il y avait effectivement cette forme de cercle, de mandala ou de tout ce que ça peut évoquer, qui était également sur le fond un thème très important du récit. Il y avait également un personnage qui, sans vouloir dévoiler, mais bon, je racontais des choses sur O sans tout dévoiler, mais un personnage qui souffre les veines dans une piscine, enfin, dans des points communs assez profonds et assez troublants avec le récit écrit beaucoup plus tard par Mickey. Donc oui, c'est un hasard, un signe, c'est un peu, alors Marc n'est plus là, mais je vais déjà raconter cette histoire aussi. C'était un concours de circonstances. Quand on a vu arriver ce texte haut, on a tous vu des signes quelque part. D'ailleurs, je repense aussi à le haut, il est là aussi. C'est aussi le logo du Castor, quoi. C'est des choses qui nous sont familières, qui nourrissent en permanence notre imaginaire, je crois. Et donc oui, quand j'ai vu que le roman s'appelait O, ça m'a tout de suite frappé. D'ailleurs, je vois derrière toi, Anthony, je revois le logo de la couverture de Rémi. Ce O avec une fonte empâtée fait ressortir à la fois le cercle de la lettre O et à l'intérieur l'ellipse du zéro. Donc ça multiplie encore les symboles. C'est comme si on avait un zéro à l'intérieur du logo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il est plutôt ovale, en effet. Peut-être une dernière question et après on parlera peut-être avec Marion des prochaines parutions ou ce qui est sorti récemment pour le Castor Astral. Ce serait aussi intéressant de voir ce qui se fait. Et la dernière question peut-être pour Mickey serait tout simplement cette temporalité de 7 jours. Véritablement, c'est faire un livre aussi long et dense sur 7 jours, c'est véritablement un exploit. Pourquoi avoir choisi cette temporalité extrêmement courte? Dans quel ordre? On commence par ça? Oui, on commence par ça. Oui. Mickey, I noticed that 7 days is a short period. And you developed that into 1,000 pages. So there's a big difference between the short period of time and the huge amount of pages. The question is, why did you choose this sort of paradox? Or no, I think that 7 days is actually pretty long time because even though you are sitting at home doing nothing, 1 hour is full of, meaning and different kind of thoughts and feelings. And I think that every instant is some way interesting. So I really don't get bored because I just see there's inspiration everywhere all the time. So I think that 7 days is, in that case, really a long time. I just could have written it to be about 1 hour and 1,000 pages, but but I just wanted to show that there's so much things going on all the time,
and you know that life really isn't that boring. Well, it is really boring at at the times, but I just try to find meaning in every instant in life, and so and show it through my writing also. So that's because that's why I chose the 7 days, and 7 days is also very meaningful number if you think about the Bible and everything like that. So the amount of days it took for God to create a world and so on. So it comes from there, really. C'est marrant de traduire Mickey parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression qu'il lui qui lit dans mes pensées ou que je lis dans les siennes, mais qu'il donne toujours les réponses auxquelles je m'attends. Donc, en l'occurrence, la réponse, c'est que 7 jours, c'est pas, son point de vue, c'est pas du tout court, c'est au contraire. Il avait besoin de 1000 pages pour développer ça parce que 7 jours, c'est très long. Si on compte 7 jours, c'est dans chaque journée, dans chaque heure, tous les instants qui se succèdent et toutes les choses qui se passent, qui se passent matériellement ou qui se passent dans la tête. Donc non, il trouve effectivement que c'est au contraire une période très longue, que le temps peut paraître long par moment, notamment dans des périodes comme la nôtre, mais que malgré tout, à chaque instant, il y a des choses qui se passent et qui sont fascinantes. À partir du moment où on se concentre dessus et qu'on s'intéresse. Et au-delà de ça, bon, 7 jours, c'est aussi voilà, le symbole du 7, c'est le nombre de jours que Dieu a mis à créer le monde. Hein. Donc là, c'est aussi une création du monde sur 7 jours. Voilà, en gros, les éléments de réponse. Très bien, très bien. Et Marion, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qui sort prochainement ou ce qui est déjà sorti en janvier au Castor? Ouais, alors en janvier, c'est O, et c'est vrai que c'est un livre qu'on va continuer à travailler et à défendre tout au long de cette année. C'est vraiment pour nous un enjeu et un livre qui va se travailler sur un temps long. Sinon, là, dans les prochaines parutions, on va lancer une nouvelle collection de poches en poésie avec la réédition des Ronces de Cécile Coulon et aussi un recueil inédit de Thomas Vino, toujours dans la même collection. Donc, c'est vraiment notre objectif, c'est de promouvoir et rendre accessible la poésie. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vrai que ce sera des petits livres à 9 €. Après, on aura quelques romans, mais dans notre collection de semi-poche, la collection Galaxy, dont un texte fort, qui est une réédition, en fait, un texte du fond, qui est certainement un des plus beaux textes du Castor, ou du moins le plus fort, Jean Van Damme, qui raconte la relation entre une fille et sa mère, une mère dépressive, alcoolique, et qui va se battre contre ses addictions et aussi contre un cancer. Donc c'est vraiment un texte bouleversant qui va sortir en mars. On aura aussi d'autres projets en poésie, dont un recueil de Rim Batal, qui est une jeune poétesse qui s'intéresse, qui écrit vraiment une poésie engagée, féministe, où l'intime devient politique. Elle s'intéresse au fait d'être mère ou de ne pas vouloir l'être, à la sexualité, à l'engagement, à qu'est-ce que c'est que d'être engagée aujourd'hui. Donc c'est vraiment une poétesse auquel on croit et qu'on a envie de défendre dans les prochains mois. Et puis après, il y aura d'autres projets en musique, notamment avec une opération pour remettre en avant aussi notre fonds au mois de mai. Voilà les grandes lignes. Et la collection Galaxy qui est merveilleuse. J'avais notamment lu Antigone à Molenbeek, qui était très poignant. Donc en effet, cette collection-là, vous l'avez sûrement vu déjà passer avec un bandeau la plupart du temps bleu tout en bas. Collection à retenir forcément. Merci à tous les trois. Thank you, Mickey. C'était un plaisir de vous avoir pour cette sortie-là, pour ce roman-là qui est comme aucun autre. Hein. On se demande aussi parfois comment aucun autre auteur n'a pu penser à cela, à une sorte de fresque de sang névrosé. C'est toujours assez surprenant de voir que
il fallait attendre que Miki Liukkonen le fasse et ça fait grand bien dans la littérature actuelle et dans le paysage éditorial. Donc merci à tous les trois, merci infiniment, et à Marc également qui est parti mais qui n'est plus là. Oui, c'est ça. Donc merci infiniment à tous les trois et puis à très bientôt peut-être pour de prochaines aventures. Merci beaucoup. Merci. Merci, Thank you, bonne Miki. soirée. Thank you. Au revoir tout le monde. Merci Sébastien. Et merci Marion.